Avec 12 chaufferies nucléaires, 8 à Toulon, embarquées sur les SNA et le Charles de Gaulle, et 4 à Brest, embarquées sur les SNLE, la Marine est le deuxième exploiteur nucléaire en France. Ces installations participent directement à la dissuasion nucléaire. Les SNA sont les garants de la mise en œuvre autonome et en sûreté de la composante océanique de la dissuasion. En clair, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le porte-avions, quant à lui, met en œuvre le Rafale, porteur du missile aéroporté. Mais outre la dissuasion, la marine utilise cette énergie à des fins de propulsion. À Toulon, la propulsion navale nucléaire est mise en œuvre sur le porte-avions Charles de Gaulle et sur les sous-marins nucléaires d'attaque. Alors la propulsion nucléaire sur les sous-marins a vraiment transformé le mode d'emploi de ces moyens pour la marine et pour les marines qui en sont dotées. C'est, de manière assez schématique, un moyen de décupler la capacité de discrétion des sous-marins et ça leur donne une quasi-invulnérabilité. Historiquement, on l'a d'abord installé sur les SNLE pour justement leur permettre d'assurer leur mission qui était la dissuasion, mais elle a été très rapidement installée sur les sous-marins d'attaque en leur donnant ainsi une vocation océanique. La propulsion nucléaire donne l'énorme avantage aux sous-marins d'attaque de l'autonomie. Le sous-marin a moins besoin de remonter à l'immersion périscopique, il peut aller vite car la propulsion nucléaire c'est de la puissance, il peut aller loin, se déployer sur quasiment tous les théâtres du monde et surtout il peut rester longtemps en plongée. Donc la faculté la plus importante de cette propulsion pour les sous-marins d'attaque et pour les sous-marins en général, c'est l'autonomie qu'elle leur donne en plongée. Confrontés aux problèmes de place à bord d'un sous-marin, les ingénieurs français ont conçu des réacteurs intégrés uniques en leur genre. Les avantages sont multiples, dont ceux de réduire le circuit d'eau primaire et d'améliorer ainsi la protection radiologique des personnes, et de pouvoir fonctionner sans pompe à certaines puissances, donc sans moyens actifs pour évacuer l'énergie du cœur. L'inconvénient est que le bloc du générateur de vapeur doit être soulevé pour donner accès aux éléments combustibles quand ils doivent être remplacés. La fission nucléaire dégage une grande quantité de chaleur et permet de chauffer l'eau du circuit primaire à plus de 250 degrés. Pour la maintenir à l'état liquide, cette eau est maintenue sous pression. C'est dans le générateur de vapeur que s'opère le transfert de calories entre les circuits primaires et secondaires. L'eau liquide du circuit primaire chauffe l'eau du circuit secondaire qui se vaporise. Il n'y a pas de mélange entre ces deux circuits. Ils sont parfaitement distincts et forment ce que l'on appelle les barrières de confinement. Il existe même une troisième barrière, l'enceinte de la chaufferie, le compartiment du réacteur. La vapeur ainsi produite fait tourner une turbine couplée à un alternateur qui alimente les moteurs électriques de propulsion. En sortie de turbine, la vapeur termine son cycle dans le condenseur où elle retrouve son état liquide avant d'être réinjectée dans le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. Au final, la propulsion du SNA est donc électrique. Et cette deuxième partie de la chaîne de propulsion, purement mécanique et bien distincte de la partie réacteur, c'est au compartiment machine qu'on la trouve. C'est ici que la puissance générée par le réacteur est transformée en énergie mécanique pour faire tourner une hélice et donc propulser le sous-marin. On parle de mode de propulsion anaérobie car il n'a pas besoin d'air, mais dès qu'on a écarté la partie production de chaleur donnée par le réacteur, on arrive sur un système qui est ni plus ni moins qu'une machine à vapeur normale, comme celle que l'on peut trouver ou qu'on trouvait sur les trains. Elle est aujourd'hui effectivement beaucoup plus performante et c'est cette machine à vapeur qui donne une souplesse d'emploi extrême. Si vous voulez, pour simplifier, il n'y a pas d'embrayage et il n'y a pas de changement de vitesse. On a toute la gamme de vitesses accessible de 0 nœud jusqu'à des vitesses qui dépassent 20 nœuds. Alors le SNA, parmi effectivement ses missions, outre la dissuasion, a comme mission de participer au déploiement du groupe aéronaval
Et là aussi, je dirais, comme d'autres unités, en particulier les 2 ou 3 frégates qui accompagnent le porte-avions lors de ses déploiements, le SNA fait partie de ce qu'on pourrait appeler la garde rapprochée du porte-avions. Autre mission assez traditionnellement dévolue aux sous-marins, toujours dans le cadre d'une force aéronavale, c'est la mission de reconnaissance et d'information sur l'avant, éventuellement en utilisant des forces spéciales. Périscope, toujours en ravitaillement. L'idée de manœuvre, c'est bien ça. Quant au porte-avions, il bénéficie des mêmes avantages que le sous-marin en termes d'autonomie ou de capacité d'accélération. 9, 3, 4, 5. Alors le principal intérêt pour le porte-avions de disposer d'une propulsion nucléaire, c'est qu'évidemment il n'a pas besoin de ravitailler en combustible pour se déplacer. Finalement, avec un réacteur qui tient en termes de combustible dans un cube de 1 mètre sur 1 mètre, il y a 2 réacteurs de ce type. On fonctionne sans limitation pendant 8 ans à peu près. C'est donc d'abord un intérêt en termes d'autonomie. C'est également un intérêt en termes de fiabilité parce que la très haute exigence qui prévaut en ce qui concerne l'entretien des installations nucléaires bénéficie évidemment à la fiabilité technique des installations. Ce sont les 2 principaux intérêts, autonomie et fiabilité. Alors, ces chaufferies représentent une puissance totale de 56 MW. C'est vrai que si on la traduit en termes simples pour des voitures de moyenne cylindrée, ça représente à peu près la puissance de 1000 voitures. Lorsque nous sommes sur un théâtre opérationnel, pour garder à tout moment des stocks de combustible pour les avions et de munitions pour les avions à un niveau élevé, nous allons faire un ravitaillement à la mer avec des pétroliers ravitailleurs d'escadre environ tous les 10 jours. À titre de comparaison, les porte-avions classiques le faisaient à peu près tous les 5 jours à cause du besoin de ravitailler en combustible de leur propulsion. Le chiffre à retenir, c'est qu'en gros, maintenant, on ravitaille 2 fois moins souvent, ce qui est un énorme avantage tactique. Mais le porte-avions a un autre besoin, tout aussi important que sa capacité à se déplacer, celui de propulser ses avions. Et là aussi, c'est grâce à la vapeur qu'il va y parvenir. Derrière moi, vous avez le réservoir de la catapulte avant, dans lequel on récupère la vapeur issue des chaufferies nucléaires. Donc on stocke ici la vapeur qui sera nécessaire au catapultage des aéronefs. Sur le Charles de Gaulle, on est capable d'amener un avion de 0 à 250 km/h en 75 mètres. Ce qui développe environ une puissance de 30 000 chevaux. Donc il faut imaginer qu'on arriverait à tracter un avion sur une distance de 75 mètres à l'aide de 300 voitures d'une puissance d'environ 100 chevaux. Et c'est très souple puisqu'on est capable de soutirer du réacteur énormément de puissance, permettant justement de catapulter les avions à des vitesses assez élevées. La souplesse, offerte par la propulsion nucléaire, notamment en termes de réactivité aux sollicitations de puissance, est indéniable. Chacun à bord est conscient de ses avantages pour l'accomplissement de sa mission, mais chacun est également conscient du risque potentiel qu'il encourt en cas de dysfonctionnement. Les règles de conception et d'exploitation des réacteurs nucléaires permettent de réduire au minimum les risques radiologiques, et la conduite des réacteurs est confiée à du personnel hautement qualifié, issu de formations rigoureuses. Ces connaissances sont vérifiées et mises à jour tous les ans. Les installations aussi sont suivies de très près. Des contrôles réguliers sont réalisés, indépendamment des opérations de conduite normale. Le premier contrôle consiste à prélever et analyser régulièrement des échantillons d'effluents, en particulier du circuit secondaire, afin de confirmer l'absence de radioéléments. Des experts de la radioprotection en ont la charge. Ils appartiennent au service de surveillance radiologique de la base navale. La raison de ces prélèvements sur les circuits de l'installation nucléaire d'un sous-marin, par exemple, ça va être conforter l'équipage qui a le souci d'assurer la protection des personnes et de l'environnement qui nous entoure. Alors, on est toujours basé sur le principe de confinement avec la règle des 3 barrières qui isolent le combustible nucléaire. Bon, le but c'est que ce combustible soit isolé du circuit primaire par une première barrière, que ce circuit primaire soit isolé du circuit secondaire par la deuxième barrière et qu'enfin le tout soit englobé dans le compartiment réacteur, donc la 3e barrière.
Nous, sur la base navale, nous avons des moyens de prélèvement qui vont contribuer à la surveillance de l'étanchéité de ces 3 barrières. Ces moyens, ce ne sont pas les seuls moyens de surveillance, mais ils permettent de faire des analyses des différents circuits et de l'atmosphère du compartiment réacteur. Nous avons du personnel technicien à radioprotection formé et de permanence 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et donc ce personnel est capable de prendre en charge la surveillance réglementaire qui est prévue sur ces installations nucléaires dès le retour de mer de ces navires à propulsion nucléaire. Toutefois, le risque zéro n'existe pas. Les rayonnements ne se voient pas, ils n'ont pas d'odeur. Le personnel est donc particulièrement suivi du point de vue médical, et c'est bien l'homme qui est au centre des préoccupations.